Kamila Kolanska va nous parler de l'essai. On est très très content que ça a été accepté. Comme vous savez, les essais d'immunomodulation dans la grossesse sont très très rares. En France, le premier essai était celui de nos amis de Brest, donc Elisabeth Pasquet sur l'hydroxychloroquine, et donc celui-là dans les échecs d'implantation. Merci Camilla. Merci. Donc, je suis Kamila Kolanska, je suis gynécologue obstétricien et donc ce projet Certify, je peux vous présenter parce que c'est un fruit de collaboration qu'on a de longue date avec Arsène Méquignon justement et avec le service de médecine interne. Et donc on s'était intéressé à l'immunomodulation, aux anti-TNF-alpha. Et donc le vrai papa de ce projet, c'est Arsène. Moi je le présente parce que je participais à l'écriture. Donc c'est un projet hospitalier de recherche clinique qui sera financé par la PHP. Donc on va proposer ce traitement en comparaison au placebo aux patientes qui présentent des échecs d'implantation à répétition répétée. Et donc bien sûr la polémique dans la définition d'échecs d'implantation à répétition, elle est en cours et donc on est bien conscient des difficultés. On a décidé d'inclure les patientes qui présentent l'absence de grossesse après 3 transferts d'embryons de bonne qualité. Donc la justification, c'est que on retrouve les échecs d'implantation et répétition jusqu'à 40% de patientes prises en charge en PMA. Après, donc, il y a effectivement ce fameux papier de Paul Pietrea qui a un peu bouleversé notre vision de choses, qui a analysé les échecs d'implantation dans le cas de transfert d'embryons euploïdes, où il suggérait les échecs, l'absence de grossesse après 3 transferts que parmi 5% des couples, mais il faut savoir que pour moi, à mon avis, déjà l'échec d'implantation d'un embryon euploïde, c'est déjà un échec. Donc je pense qu'il faut être assez prudent dans l'interprétation de ça. Donc le TNF-alpha, on avait déjà parlé dans la journée, ça régule le profil immunitaire de l'endomètre et on a retrouvé qu'il est augmenté chez les patientes présentant des échecs d'implantation à répétition. Et donc on a conduit une étude pilote en analysant l'impact d'anti-TNF-alpha dans les échecs d'implantation à répétition avec le succès dans 56% des couples versus 13 en cas d'utilisation du placebo. On sait maintenant que l'anti-TNF-alpha n'a pas d'impact négatif sur les grossesses. Il y a plus de 1200 grossesses qui ont été exposées aux anti-TNF-alpha dans d'autres indications, notamment pour les maladies auto-immunes. Et donc, il n'y a pas d'augmentation de risque ni fœtal ni maternel. Et donc, le certolizumab, en plus, donc le médicament qu'on propose d'utiliser dans cette indication, ne traverse pas la barrière placentaire. Donc l'objectif est d'évaluer l'impact de ce traitement versus placebo sur le taux de grossesse clinique chez les femmes qui présentent les échecs d'implantation à répétition. Et comme objectif secondaire, on va analyser également le taux de naissance vivante, le taux de fausse couche. On va évaluer la sécurité de ce médicament et on va évaluer aussi l'impact de ce traitement sur les cellules immunitaires dans le sang maternel. Donc les critères d'inclusion, c'est les femmes qui ont présenté l'absence de grossesse après au moins 3 transferts d'embryons de bonne qualité, qui sont âgés entre 18 et 40 ans et avec une étiologie idiopathique masculine pubaire. Les patientes peuvent être incluses dans le protocole pour 3 transferts d'embryons au total. Donc elles sont d'abord adressées dans le service de médecine interne, et c'est les services de médecine interne qui incluent les patientes, qui les randomisent. Ensuite, les patientes sont vues en hospitalisation du jour où il y a une première administration de certolizumab qui a lieu 5 semaines avant le transfert d'embryon. Ensuite, une nouvelle injection 4 semaines plus tard, transfert d'embryon. Et après, en cas de grossesse, une nouvelle injection de certolizumab 3 semaines après le transfert d'embryon et ensuite 8 semaines après le transfert d'embryon. Et donc, les grossesses sont suivies avec une dernière visite 1 mois après la naissance. Et en cas d'absence de grossesse après le transfert d'embryon, les patientes peuvent être réincluses dans le protocole.
Donc les bénéfices attendus, on espère qu'on trouvera des améliorations en termes de grossesse clinique et de naissance vivante. Et actuellement, il n'y a pas de consensus dans ces indications de traitement. Et surtout aussi, donc il y a un grand impact psychologique, on en avait parlé déjà aujourd'hui, surtout sur les fausses couches, mais c'est exactement la même histoire pour les échecs d'implantation et répétition. Donc on espère améliorer l'efficacité et le vécu de ces patients. Merci pour votre attention. Des questions? Bien sûr, le défaut majeur, hein, c'est qu'on ne peut pas, bien sûr, analyser le produit de la fausse couche, comme vous le savez, mais on ne peut pas avoir l'analyse. Oui, on ne peut pas avoir la PGT, bien sûr, ce qui serait bien sûr très important, mais on essaie et on espère qu'on pourra avoir peut-être des malades du protocole de nos amis de Cochin qui, bien sûr, testent la PGTA en IVF, qui nous permettrait de travailler avec des embryons haploïdes. D'autres questions? Merci beaucoup. En pratique, ça commence. En pratique, on va pouvoir randomiser les patientes fin d'été pour débuter les traitements en septembre, à la rentrée. Donc effectivement, la mise en place a été retardée un peu par Covid, etc. Enfin, on arrive aux inclusions. Oui. Non. Donc les centres d'inclusion, c'est les centres de médecine interne et notamment... Je vous propose de Paris, plutôt chez Arsène. Il y a plusieurs centres, Fauche, oui. Chic, chez nous. Oui. On a préféré pour l'instant de maintenir un traitement dans les centres internistes qui ont vraiment l'habitude de manier la molécule, parce qu'on est, rappelons-nous, on est sur des grossesses. Hein, donc, comme vous savez, les essais sur la grossesse sont toujours extrêmement compliqués. Donc, même l'hydroxychloroquine a été arrêtée, donc je ne vous raconte pas. Donc voilà, pour ces raisons, on a préféré ne pas être... ne pas... écoutez, on va... Et le reste, bien sûr, les patientes restent dans leur centre, oui, évidemment. Nous, on ne fait que conduire un traitement, oui. Je vais faire 3 minutes, vraiment, il est très très tard. Donc, mais juste pour montrer l'idée importante pour moi, vous avez vu, hein, donc il y a bien sûr des réticences. Il y a bien sûr encore beaucoup de questions et peut-être de choses qui sont vraies. Et donc, une fois de plus, il y a beaucoup globalement de questions où certains croient beaucoup à la génétique, d'autres à d'autres. La recherche n'est pas une vérité. Hein. La recherche est un processus qui permet d'aboutir à ce qui améliore le soin pour le malade. C'est ça qui est important. Donc, ce qui nous est important pour nous, en tout cas, c'est d'améliorer le parcours malade. Ça, c'est clair, parce qu'il est encore extrêmement mauvais, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'HDJ qui s'ouvrent maintenant de grossesse arrêtée. Donc, clairement, ça va probablement améliorer les choses. Deux, qu'il faut probablement tester différentes pistes. Hein. Il ne faut pas abandonner une piste, la piste psychologique, la piste génétique, la piste immunologique en fait partie. Donc c'est sur celle-là qu'on travaille tout simplement. Je ne sais pas si ça sera la bonne. Si la piste psychologique est maintenue, on sera très content parce que finalement c'est ce qui est peut-être le plus simple. Mais à mon sens, il y a quand même très difficile d'imaginer un concept qui est très simple. Hein. Voyez-vous, ici on est donc une salle de beaucoup d'obstétriciens. Comme vous savez tous, on vit une ère d'immunothérapie. Hein, c'est-à-dire l'immunothérapie est arrivée. Moi, il y a 10 ans, je ne connaissais pas d'autre chose que la cortisone et l'endoxan. Aujourd'hui, je ne connais plus par cœur toutes les molécules d'immunothérapie qui existent, ou presque. Et aujourd'hui, l'immunothérapie a bouleversé quasiment tous les domaines. Comment imaginer que le domaine de l'obstétrique, il n'y a aucune molécule aujourd'hui d'immunothérapie utilisée donc en obstétrique? Pour moi, c'est impossible. Il y a 2 domaines qui ne sont pas touchés par l'ère de l'immunothérapie qui a été une révolution. Hein. C'est la psychiatrie et donc l'obstétrique. Et pour moi, ce n'est pas possible, ne serait-ce que par un argument très certes comme ça basique, mais c'est compliqué à imaginer qu'il ne puisse pas avoir une place d'immunothérapie quand même dans ces 2 domaines. Et je vous le dis, il n'y a aucune molécule aujourd'hui hein, dans ces 2 domaines. Donc, en tout cas, nous, on avait imaginé cette molécule qui est une molécule assez simple, qui est l'IL-2, donc low dose. Je vais passer tout ça puisqu'on a vraiment très très peu de temps. Et donc, ce qu'on sait, c'est bien sûr les T régulateurs hein, jouent un rôle majeur. C'est quelque chose qui est très très clair aujourd'hui et très bien connu, en particulier donc les T régulateurs, voilà, avec les différents prototypes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'IL-2 low dose est aujourd'hui testé dans toutes les maladies auto-immunes. Il est aujourd'hui, donc il y a des études qui l'ont validé dans certaines maladies comme le lupus ou certaines formes de Sjögren. Et ce premier essai de New England qui avait fait dans une vascularite, en tout cas cryo-induite.
Et donc je passe un petit peu vite. Et donc on sait aujourd'hui bien sûr que l'IL-2 est une cytokine nécessaire pendant la grossesse et qu'elle est assez corrélée à l'augmentation de lymphocytes régulateurs. Et on sait aussi que l'IL-2 favorise, en tout cas, le fait que les lymphocytes régulateurs résident dans l'utérus, parce que vous le savez certainement, la grossesse est une situation où l'ensemble de ces populations arrivent dans l'utérus pour essayer, en tout cas, d'induire cette tolérance maternelle-fétale. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais donc c'est un projet qui a été élaboré avec le professeur David Klatzmann, et c'est une occasion, un clin d'œil à Chloé Macavo, qui est notre ingénieure de recherche, qui est vraiment une ressource précieuse et qui nous aide énormément dans l'ensemble de ces thérapeutiques, et en tout cas dans le management de tout ça. Donc c'est un essai extrêmement simple, ouvert parce qu'il est compliqué de proposer un placebo pour une femme qui a déjà fait donc 5 grossesses arrêtées. C'est ce qu'on a nous retenu, comme vous avez vu l'ensemble de ces différentes topos qui vous montrent un petit peu des seuils à partir de quand, l'âge, la fausse couche, la génétique, etc. On a retenu 5 parce que c'était difficile non plus de faire beaucoup plus, mais 5 comme peut-être un élément où on peut penser que l'aneuploïdie est un peu moins importante. Mais on a toujours ce même défaut malheureusement en France dans ces essais aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas bien sûr le fait qu'on travaille avec un embryon euploïde, on ne le sait pas, donc c'est un élément majeur. On n'avait pas inclus à l'époque, parce qu'on ne savait pas encore faire quand on a designé cet essai, qui a mis bien sûr 5 ans, et ça c'est malheureusement la lenteur administrative en France. On ne savait pas à l'époque faire encore l'analyse du produit autant qu'on le fait aujourd'hui, sinon on aurait inclus évidemment le fait d'avoir au moins une fausse couche, ou une grossesse arrêtée, pardon, avec une analyse donc euploïde, ce qu'on fait néanmoins sur quasiment toutes les malades en vrai. Donc les critères d'inclusion sont très simples, c'est 5 grossesses arrêtées inexpliquées, globalement chez les femmes jusqu'à la quarantaine, et donc elles ont l'IL-2 low dose, qui est globalement avant la grossesse, puisque aujourd'hui il n'y a pas de données d'IL-2 pendant la grossesse, donc on ne sait pas si potentiellement il y a un risque tératogène. On sait que bien sûr cette molécule existe pendant la grossesse, on sait qu'en première partie du trimestre elle augmente de façon très importante, mais néanmoins en l'absence de données pour l'instant disponibles, c'est un traitement qui est fait avant la grossesse. Voilà donc les données de nos premières malades inclus. Ça booste bien sûr les lymphocytes T régulateurs, sans surprise. Ça booste le fait qu'ils sont bien actifs, ce sont des lymphocytes T régulateurs donc, qui ont bien une action suppressive, donc ça c'est bien démontré. Et voilà pour le moment les données incluses, donc 14 femmes incluses, donc 6 grossesses pour le moment, donc 2 pour le moment donc avec des grossesses vivantes, à peu près pour l'instant un taux de grossesse vivante de 40%, ce qui peut paraître bien sûr faible, parce que vous avez vu les chiffres, mais on va voir, l'étude est bientôt terminée, donc on va voir les résultats définitifs. Il s'agit de femmes qui ont en moyenne 9 grossesses arrêtées. On n'a pas d'effet secondaire qu'on ne savait pas de cette drogue. Cette drogue principalement induit au point d'injection des réactions inflammatoires, peut donner un tout petit peu un espèce de flu-like syndrome le lendemain, mais n'a pas observé d'effets secondaires, en tout cas sérieux. Et voilà, c'est un essai qui est en train globalement de se terminer. Je pense qu'en 2024, logiquement, on va avoir les premiers résultats avec 2 réserves majeures. C'est un essai non randomisé et c'est un essai où il n'a pas de démonstration du caractère euploïde, bien sûr, de la grossesse, en tout cas en cours, ou de la grossesse où il y a eu une fausse couche. Écoutez, voilà, je crois qu'on est très 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 en retard, donc peut-être qu'on va s'arrêter là. S'il y a encore des questions, 1 ou 2 questions, on peut encore. Sinon, Alors, je remercie les labos, bien sûr, qui ont participé. Vous savez que ne serait-ce qu'avoir des salles, etc., c'est quand même utile. Donc, on n'a pas beaucoup le temps d'aller les voir, mais bon, écoutez, vous les verrez en replay. Je remercie donc l'équipe de Géraldine Schwab qui a organisé toutes les équipes ici. Et puis, donc, bien sûr, tous les orateurs. Et puis, écoutez, bon week-end.